Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui nous touche de très près, celle des réseaux sociaux. Est-ce qu'on est en train de réaliser un vieux rêve d'humanité ou plutôt de créer un tout nouveau genre de cauchemar? En fait, la question qui va nous guider, elle est à la fois simple et vertigineuse. Toutes ces plateformes qui nous connectent par milliards, est-ce qu'elles sont en train de bâtir une vraie cité mondiale, un lieu d'échange, de progrès, ou au contraire, est-ce qu'elles nous transforment en une espèce de masse anonyme, une foule digitale? C'est tout l'enjeu qu'on va explorer ensemble. Pour commencer, il faut revenir à la promesse, à l'idéal qui était là au tout début de l'Internet social. Et cette idée, aussi surprenant que ça puisse paraître, elle vient de très très loin, de la philosophie antique. Alors, arrêtons-nous un instant là-dessus. Pour Aristote, il y a plus de 2000 ans, l'être humain ne peut pas vraiment s'accomplir tout seul dans son coin. Non, il se réalise dans la cité, ce qu'il appelait la polis. C'est l'endroit où on débat de ce qui est juste, de ce qui ne l'est pas, c'est là qu'on se construit, ensemble, à travers la parole. Bref, vivre en communauté, c'est dans notre nature profonde. Et cette idée de cité, elle nous amène tout droit à l'agora, la fameuse place publique grecque, l'endroit où, en principe, chaque citoyen pouvait prendre la parole. Au départ, les réseaux sociaux, c'était un peu ça, l'incarnation moderne de ce rêve fou, une agora mondiale accessible à tous où chaque voix pourrait enfin se faire entendre, une promesse d'émancipation absolument incroyable. Et cette vision, elle va même encore plus loin. Les stoïciens, comme l'empereur Marc Aurèle, ils rêvaient carrément d'une cité universelle, un monde où tous les humains seraient concitoyens. Mais, attention, il y avait une condition non négociable. Cette grande cité devait être guidée par la raison. C'est vraiment le point clé à retenir pour la suite. Bon, ça, c'était l'idéal. Passons maintenant à la réalité. Parce que si la promesse était celle d'une cité éclairée, ce qu'on observe aujourd'hui est souvent bien différent. Le problème, le cœur du problème, c'est que les mécanismes même de nos plateformes semblent saboter cet idéal de raison. La vitesse folle du flux d'infos, la prime donnée à l'émotion pure et dure, la course à la viralité, tout ça transforme le débat en une sorte de spectacle permanent où la réflexion n'a tout simplement plus le temps d'exister. Finalement, le rêve a percuté le mur de la réalité. L'agora, ce lieu de délibération, est devenu notre fil d'actualité, un flot qui n'arrête jamais. La délibération, qui demande du temps, a été remplacée par la viralité, qui demande de l'instantané. Et le citoyen, qui est acteur de sa cité, risque de se noyer dans un troupeau qui ne fait que suivre les courants sans jamais les questionner. C'est fou de se dire que Nietzsche, bien avant Twitter ou Facebook, avait déjà vu le danger. Cette phrase est d'une actualité saisissante. Quand la masse prend le dessus, l'individu et la pensée critique s'effacent. Le règne du troupeau, c'est celui du conformisme. Alors, concrètement, quel est le prix à payer pour cette connexion permanente? Essayons d'analyser les conséquences, d'un point de vue philosophique, de ce modèle du troupeau. La première chose qu'on observe, c'est la dégradation de nos liens. L'amitié, la reconnaissance, l'estime de soi, tout d'un coup, tout est chiffré. On compte les likes, les partages, les abonnés. Et cette obsession du chiffre, elle déforme profondément notre rapport aux autres et même à nous-mêmes. Et pour bien comprendre ça, on peut revenir encore une fois à Aristote. Lui, il distinguait 3 types d'amitié. Celles qui sont basées sur l'utilité, le réseautage pro par exemple, ou sur le plaisir, partager des mèmes, sont hyper courantes en ligne. Mais la plus haute forme, l'amitié de vertu, qui est basée sur un respect mutuel et profond du caractère de l'autre, elle a bien du mal à exister dans un monde régi par l'instantané. Le deuxième symptôme, il touche à quelque chose d'encore plus fondamental, notre parole. Les tweets, les stories, les statuts, ce sont des éclats, des fragments de discours qui s'entrechoquent. Mais ils permettent rarement de construire une pensée vraiment complexe, nuancée. C'est exactement ce que mettait en lumière la philosophe Hannah Arendt. Pour elle, c'est par la parole et l'action qu'on se révèle aux autres, qu'on montre qui on est vraiment, dans notre singularité. Sauf que ça demande du temps. Ça demande un espace pour se déployer. Tout ce que la logique des réseaux sociaux nous refuse en fait. Et on en arrive au troisième point, qui est peut-être le plus grave. Dans cet écosystème, on n'est pas juste des utilisateurs. Nos émotions, nos désirs et surtout notre attention, tout ça s'est transformé en une ressource, une marchandise. Le mécanisme est d'une simplicité redoutable. Chaque fois qu'on interagit, on donne une information. Cette information est analysée, transformée en données, et cette donnée, elle permet de vendre notre attention à des annonceurs. C'est un cycle où notre expérience humaine devient, littéralement, le carburant du modèle économique. Et là, on touche à la critique philosophique la plus puissante qu'on puisse faire, celle de Kant. Son impératif est très clair. On ne doit jamais traiter un être humain comme un simple moyen pour arriver à ses fins. Or, dans l'économie de l'attention, c'est précisément ce qui se passe. Nous devenons un moyen pour assurer la rentabilité des plateformes.
Le diagnostic est assez sévère, on est d'accord. Mais, est-ce que ça veut dire qu'il faut tout jeter? Pas forcément. La dernière partie de notre analyse, elle se tourne vers l'avenir. Parce qu'un choix s'offre à nous. Après ce tableau qu'on a brossé, qui est quand même assez sombre, la question se pose, est-ce qu'il y a encore un espoir? Est-ce qu'on peut encore sauver quelque chose de la promesse de départ? Est-ce qu'on peut réorienter ces outils, faire un but un peu plus noble? La réponse est oui, mais ça ne se fera pas tout seul, par magie. C'est un choix collectif et aussi individuel. Ça demande de résister aux automatismes de la plateforme pour construire, consciemment, un espace public numérique plus sain. On peut s'inspirer du philosophe Habermas, qui a beaucoup réfléchi à ce qui fait un bon espace de débat. D'après lui, il faudrait des conditions, préférer la sincérité à la mise en scène permanente, l'argumentation à l'émotion brute, le respect à la moquerie systématique, et enfin, accepter une certaine lenteur, celle qui est nécessaire à la réflexion. C'est exigeant, c'est sûr. Parce que le grand risque, et c'est quelque chose que Pascal avait déjà perçu il y a des siècles, c'est que ces plateformes deviennent juste un immense divertissement. Une façon d'éviter de se retrouver face à soi-même, de fuir l'ennui ou la solitude, dans une sorte d'ivresse de notifications et de connexions sans fin. Au final, la responsabilité est entre nos mains. Ces technologies ne sont ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes. Tout dépend de ce qu'on en fait. Le grand défi, c'est de réussir à les transformer en alliés pour notre liberté de penser, plutôt que de les laisser devenir des outils qui nous aliènent les uns des autres et de nous-mêmes. Et donc la question reste ouverte, elle s'adresse à nous tous collectivement. Quel visage est-ce qu'on veut donner à notre cité numérique? Celui d'une agora vivante où on pense ensemble ou celui d'un troupeau guidé par des algorithmes? Ce visage, il se dessine un peu plus à chaque clic, à chaque partage, à chaque conversation. Le choix nous appartient. Merci beaucoup.